C'est pas une tare d'être autiste, pas du tout. C'est juste l'entourage qui va énormément influencer ce qui va se passer par la suite pour quelqu'un qui est autiste. Donc d'être avec des gens qui sont dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit, qui sont pas réfractaires à ce fonctionnement, et de comprendre que ces gens-là, on peut pas les changer et que c'est pas pour autant que c'est nous qui avons un problème, c'est juste qu'on se comprend pas et que ça s'arrête là au final. Bonjour à tous et bienvenue dans 1%, le média qui a pour vocation de populariser l'autisme dans ses formes invisibles. Aujourd'hui, j'ai la chance, j'ai le privilège, l'honneur de recevoir Chris. Bonjour Chris. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien. Stressé, mais ça va bien. Voilà, donc tu es coach, entre autres. Entre autres, ouais. Tu fais pas mal d'acting aussi. Ouais, alors après, les titres officiels, c'est coach, neuropédagogue et streamer. Voilà. Magnifique. Ça va être... Ça c'est bien, c'est assez large. Ouais, comme ça, ouais, c'était voulu aussi dans les... Ils sont pas protégés, donc on peut vraiment... On peut y aller, quoi. Tu as la caractéristique, si on veut le dire ainsi, que tu n'as jamais eu en fait un diagnostic fixe qui a été établi par un psychiatre. Ouais. Cependant, tu as eu toute une série de diagnostics qui ont été faits depuis ton enfance. Ouais, c'est ça. Qui t'ont été cachés également. Aussi. Ouais. Dans une certaine mesure. Ouais, et totalement. Ouais. Tu as aussi été en quête de savoir un petit peu recomposer ta vie, ton dossier médical. Et maintenant, il est impossible pour toi de se faire diagnostiquer, pas envie de ça, mais simplement pour le fait que tu as tellement su compenser ton autisme que tu n'es plus diagnosticable tel que tu aurais éventuellement aimé l'être, peut-être, ouais. Ou bien tel qu'il aurait été fait de manière conventionnelle. C'est ça, totalement. Après, en fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est un mix. Ça veut dire que j'ai des suspicions, donc il y a certains critères que je remplis. Sur le comportement, sur les tests de personnalité, sur comment ça se passe à la maison avec ma femme, parce qu'elle le ressent bien, l'autisme. Ça, c'est pas un souci de ce côté-là. Alors elle le subit pas, mais je dirais qu'aujourd'hui je suis arrivé au stade d'être pénible, lourdingue dans mon autisme, donc il est bien gérable, mais je suis toujours psychorigide, j'ai toujours mes routines, enfin voilà. Aujourd'hui, je réponds plus à tous les critères diagnostiques pour un TSA. Qui est un gros sujet d'ailleurs, les critères diagnostiques à l'âge adulte. Mais voilà. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on fasse un petit peu un retour dans le passé. Ouais. T'as quel âge maintenant? 34. On va revenir à peu près 25 ans en arrière. Ouais. Ouais. Et j'aimerais que tu me racontes un petit peu comment se passe déjà ton enfance avec l'autisme. Ouais. Justement, alors déjà... En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais raconter un peu comment ça s'est passé pour moi, tout en sachant que je n'étais pas au courant de tout ce qui s'était passé, que je ne savais pas trop ce que les neurologues disaient, ce que disaient les neuropédiatres à cette époque, de ce que disaient les psychiatres, etc. Donc je ne suis pas trop au courant à ce moment-là. Hein, et durant un long moment, ça fait pas très longtemps que je suis au courant. Mais pendant cette période, moi j'avais énormément de mouvements stéréotypés. J'ai des mouvements 8 de la tête, j'avais les mains qui partaient comme ça. J'avais peur des gens, je les regardais pas dans les yeux, je me tapais de façon excessive contre le médecin. Je pleurais énormément. Donc il y avait tous les éléments d'un autisme, donc écholalie, mouvement stéréotypé, enfin voilà. Et du coup, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, en fait, on comprenait pas trop ce qui se passait. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on me disait. À l'école, il me trouvait très turbulent, qu'il y avait beaucoup de mouvements, je tendais les jambes sous la table et puis je bougeais dès que j'étais trop content, trop triste, enfin dès qu'il y avait en fait une émotion excessive, enfin intense. Donc si j'étais trop triste, trop joyeux, trop en colère, trop ceci. Ça ressemble à quoi ces manifestations? C'était genre si t'arrives à limiter? Ouais, j'avais les mains, puis la tête qui bougeait en 8, et je l'ai encore. Hein. Je l'ai encore. Et puis c'est en fait une tension qui commence depuis les pieds et qui monte jusqu'à la tête. C'est de l'excitation, quoi. Mais. Est-ce que c'est en quelque sorte un peu de la tétanie ou bien rien à voir? Parce que tu parles des mains comme ça me rappelle Ouais, alors au niveau des mains, oui, mais par contre, je pouvais avoir. J'ai énormément de mouvements en 8 de la tête. Ok. Par contre, au niveau des jambes et des mains, ouais, ça aurait été ça. Okay. Par contre, j'avais la tête qui bougeait tout le temps, quoi. Sauf que par contre, j'avais aucun contrôle. Aujourd'hui, je contrôle. Même là, maintenant, je contrôle
Je contrôle mes mouvements là tout de suite maintenant. Ok. Ce qui n'était pas le cas. J'avais aucune maîtrise de ça quand j'étais petit. Donc pendant plusieurs années, bah voilà, c'était une moquerie de base, quoi, parce qu'un enfant qui, en plus j'ai un strabisme, j'ai une maladie aux yeux, enfin voilà, etc. Donc du coup j'avais vraiment l'œil qui partait, les mains comme ça, et puis elle commençait à faire des mouvements de tête en 8. C'est le combo parfait pour se faire déglinguer à l'école, quoi. Mais après j'ai vite compensé. J'ai très vite compensé, et c'est ce qui, alors peut-être d'un point de vue social, scolaire, familial, ça m'a énormément aidé. Par contre, je me suis éloigné de cette potentialité, enfin cette probabilité d'autisme. C'est-à-dire que pendant les premières années de ma vie, on parlait encore à cette époque-là de début d'autisme. Ouais. Donc c'était encore vu comme quelque chose, comme une maladie, et non comme un trouble neurodéveloppemental à cette époque-là. Donc ils se demandaient si j'avais pas un début d'autisme. Et par contre, ce qui leur posait problème, c'est que j'avais pas de débilité. Donc je répondais pas à tous leurs critères, selon leurs connaissances. Ok. Combien de pourcents environ des critères tu répondais par rapport à ce que tu répondais? Justement, eux, c'était au niveau de leurs observations. C'est-à-dire qu'au niveau de ce qu'ils voyaient, de l'observation clinique, ça y ressemblait. Mais j'avais pas de... Asperger n'existait pas encore. C'est ça qui est important de comprendre. Ok, donc d'accord. Ouais. Et le diagnostic, le syndrome d'Asperger a été reconnu par l'OMS en 1993. Et encore, après, il fallait que ce soit des médecins qui ont cette information et qui soient formés au syndrome d'Asperger. Okay. Donc ça a créé ce problème. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Asperger, mais de TSA. Mais voilà, donc on est à cette époque-là. Donc je réponds d'une certaine manière, d'un point de vue comportemental, à de l'autisme tel qu'ils le connaissent, mais pas intellectuellement parlant, pas dans ma manière de parler. Justement, ils disent que j'ai plutôt alors pas un langage soutenu, mais une manière de parler étrange et des écolalies. Donc le fait de répéter des éléments sans forcément comprendre le sens de ce qu'on dit. Voilà. C'est une espèce de fausse écoute active? Ouais, en fait, c'est juste répéter. Ça peut être des slogans de télé, ça peut être quelque chose qu'un parent a dit, mais je comprends pas le sens de ce que je dis. Hein. Dans quel contexte tu sors ces phrases-là, genre, Là, il n'y avait pas de contexte, justement. C'était complètement sorti de son contexte. Et c'est ça qui est intriguant pour un médecin, c'est de se dire, il y a un petit qui est en train de dire des trucs qui sont déjà pas de son âge et qui veulent rien dire dans le contexte actuel. Donc voilà. Après, il y a de l'écolalie interne, externe à l'âge adulte, mais c'est différent. C'est le fait de répéter une phrase qui a été dite, etc. Donc voilà, après, il y a plein de choses. Mais en tout cas, de comment ça se déclarait chez moi. Il y avait cette écolalie, une manière bizarre d'utiliser les mots, un langage étrange, comme il disait, parce que j'ai les rapports. Hein, donc maintenant, je sais Voilà, c'est écrit noir sur blanc. Et les mouvements, le fait que j'avais peur des gens, la manière de regarder les objets. Et puis ça, justement, c'est un autre truc qui est intéressant, c'est que vu que j'ai une maladie des yeux, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y a plein de maladies par-dessus, ça camoufle en fait aussi l'autisme. C'est-à-dire que parce que les autistes ont tendance à amener l'objet vers eux, mais moi j'avais aussi du coup un trouble oculomoteur. Donc j'ai un trouble, ce qu'on appelle le syndrome de Brown. Donc il se disait que je penchais la tête et que j'amenais l'objet pour mieux le voir, vu qu'il y a une maladie au-dessus de ça. Donc l'autisme était sous-jacent du coup. C'est marrant, c'est la première fois que j'entends ça. Et j'ai exactement ça. Moi quand j'étais petit, j'avais besoin de toucher l'objet presque comme ça en fait. Mais c'est de l'autisme. Désolé, mais c'est c'est comme moi j'ai besoin de sentir, je mets tout à la bouche et je le fais encore à l'âge adulte. Hein. C'est juste que c'est beaucoup plus camouflé. C'est que c'est une envie, mais c'est viscéral. J'ai le livre dans les mains et il est neuf. Ouais, ok. Il faut que je le fasse et j'ai besoin de le comprendre, j'ai besoin de le toucher, de le voir, de l'observer. Parce que quand tu le vois à un niveau macro, tu comprends beaucoup mieux que quoi il s'agit quand tu le vois de manière plus globale. C'est ça. Globalement, j'ai beaucoup de peine à le comprendre, donc j'ai besoin de l'amener à moi. Et puis justement, il y a cette histoire de, j'ai un œil flemmard qui est l'œil qui a été opéré et puis qui part aux fraises, et puis il y a mon œil conducteur, on va dire. Donc il se disait, il amène l'objet vers son œil. Alors que non, c'était pas vraiment ça, c'était juste l'analyse de l'objet. Donc voilà, puis après il y avait encore plein d'autres choses, j'ai une hypotonie axiale, enfin il y avait plein de trucs qui se rajoutaient par-dessus. Donc c'était compliqué, il fallait faire déjà ce tri. Parce que j'ai cette entre guillemets malchance qu'à la naissance il n'y avait pas que l'autisme qui est venu avec quoi. Donc du coup il y avait ça. On va y aller de façon prioritaire et de commencer, ok on va faire les yeux, ok après on va essayer de structurer sa colonne vertébrale, ok est-ce qu'on arrive à récupérer son côté gauche parce que j'arrivais pas à le contrôler, enfin voilà il y avait tous ces éléments. Donc il y avait même physio Bobat qui aujourd'hui
Ouais, je crois que c'est ça. Qui est de la physio de rééducation, justement. Après, j'étais pas très réceptif, donc j'avais pas trop envie. Donc voilà, il y a plein de choses à trier. Et puis, vers 5 ans, en fait, j'ai commencé à prendre le contrôle un peu de tout ça, quoi, de m'adapter et de correspondre à ce qu'on voulait, quoi, à ce qu'on voulait à l'école, de ce qu'on voulait à la maison. J'ai une famille quand même qui est bien basée sur le paraître. Qui est bien basé sur il faut paraître bien, quoi. Je correspondais pas à ça avant et j'ai fait le nécessaire pour correspondre à ce qu'on me demandait. Par contre, bien plus tard, ça a explosé, justement, mais en tout cas petit, j'essayais de correspondre à ce qu'on me demande. Qu'est-ce que tu as fait pour t'adapter, pour camoufler ça? Est-ce que tu arriverais à donner quelques exemples concrets d'action? Déjà, je me suis trouvé le pire dans la classe, la personne la pire, mais qui était ultra sociable, qui était le winner pour moi, parce que du coup, il était toujours en contact avec tout le monde l'écoutait, il pouvait faire les plus grosses bêtises, mais c'est pas grave parce que c'était genre la star dans la classe. Ouais. Donc, je suis allé vers le pire et j'ai fait ce qu'on appelle de la je perds mes mots. En fait, c'est de la sociabilisation passive. C'est-à-dire que j'utilisais cet ami pour connecter avec le monde, connecter avec les gens. Vu que moi, je n'arrivais pas à le faire, c'est lui qui le faisait pour moi. Est-ce que le fait de faire cette sociabilisation passive, où en fait c'est par le biais d'une personne que tu connais plein de monde, ça c'est un trait autistique ou bien pas forcément? Après, oui, il y en a qui le font justement. Après, c'est plus quelque chose qu'on va retrouver, je dirais, chez le TSA féminin. C'est quelque chose qu'on retrouve plus... justement, en fait, ce qui se passe, c'est que aussi dans mon comportement, j'avais pas forcément le comportement type d'un garçon autiste. C'est-à-dire que j'étais pas trop extraverti au niveau de non, je suis pas d'accord, ça doit pas se passer comme ça, etc. J'étais pas forcément ultra extraverti, de par aussi ma situation psychosociale, familiale. On m'a quand même bien conditionné à ce que j'étais taré et que j'étais pas forcément... que c'est moi qui disais des bêtises et puis que j'étais pas forcément ce que je pensais être. Donc ça m'a conditionné aussi dans mon fonctionnement. Et j'étais quelqu'un de... après, je dirais que dans l'autisme, on va avoir des gens très actifs et des gens très passifs. Aujourd'hui, je suis plutôt dans l'aspect actif, mais à l'époque, j'étais plus passif. Très passif. Très, très passif. Alors après, on peut venir sur ce qu'on appelle l'inner life, la vie intérieure. Elle n'était pas passive du tout, mais en tout cas, elle était écrasée de force. Et je pense que ça a amené à certaines maladies aussi par la suite. Moi, j'ai eu des gros problèmes intestinaux, etc. par la suite. Et moi, je vois ça comme le résultat de retenir en fait tout ce fonctionnement, j'ai envie de dire, de toutes mes pensées, de tout ce que je pensais, de tout ce que je voulais dire. Si on revient un petit peu sur ton enfance vis-à-vis de la famille, donc on a quand même une situation familiale avec des choses qui sont assez sombres. Ouais. Des événements assez sombres. Ouais. Quand tu es autiste et que... généralement, tu as plutôt besoin de soutien, en fait. Alors, il y a plein de gens qui ont besoin de soutien de manière, mais quand tu es autiste aussi. Ouais. Et puis, tu es dans un contexte dans lequel qui n'était pas favorable à avoir ce soutien-là. Pire, on cachait les choses, d'après ce que tu m'as raconté. Ouais, c'est ça. Et du coup, je serais intéressé de voir un peu quelle était la dynamique familiale à ton enfance. Ouais. Il y avait quelqu'un qui dirigeait et les autres qui devaient suivre, j'ai envie de te dire, c'était ça. Alors, je vais faire exprès de jamais parler de papa ou maman, justement pour pas mettre le doigt sur une personne, comme ça ils pourront pas me le reprocher. Situation familiale, violence, énormément de violence, il y avait de la drogue, il y avait beaucoup de choses, et qui... moi en fait c'était mes références, donc je pensais que c'était normal. Et quand je me retrouvais à l'école et puis qu'on me posait des questions sur ça se passe bien à la maison, parce qu'il y avait quand même des questionnements de la part de l'école et de se dire est-ce que c'est juste comportemental, est-ce que c'est juste qu'il a un TDA ou un TSA, ou est-ce que il y a aussi des choses à la maison. Parce que tu frappais les gens aussi, ou bien c'est juste parce que... J'ai eu la première école enfantine, les premières années, les 2 premières années j'étais violent avec les filles. Après ça s'est arrêté, mais j'étais violent. J'avais des réactions très violentes. Genre tu les cognais? Ouais. J'étais plutôt brusque que de les cogner, plutôt brusque, très brusque. Après, moi je pense que comme on le dit, c'est l'éducation par l'observation, donc il y a peut-être des choses que j'ai vues aussi qui ont fait que.
Mais en dehors de ça, ben, en fait, tout a été pendant très longtemps biaisé dans ma tête entre qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis, ben, voilà, l'éducation qu'on reçoit à la maison, pour moi, c'était comment fonctionne la société, comment fonctionnent les gens, en fait. Vu que j'avais pas ce truc inné de le comprendre par moi-même, parce que ce que j'ai compris, ben, j'ai des frères et sœurs qui sont plus jeunes que moi, pour eux, c'était inné. Donc, dès qu'il y avait quelque chose de bizarre, même à la maison, pour eux, c'était en mode ça, c'est pas normal. Ce qui a toujours été ah ouais, c'est pas normal, ok. C'est après coup que j'ai compris que c'était pas normal. Mais pour moi, c'était si telle personne dit que c'est la vérité, ben alors ce sera la vérité absolue. Et j'allais pas forcément aller vérifier ces éléments-là, parce que c'est des gens en qui je faisais totalement confiance aussi. Donc ouais, ça a été très compliqué pendant très longtemps. Et puis aussi, je pense que ça a énormément influencé les résultats diagnostiques, parce qu'en fait, sans le vouloir, je cachais tout. Là, c'est à travers une vidéo très récemment avec ma fille, qui adore regarder des vidéos sur le harcèlement scolaire, pour le comprendre. Et c'est en regardant ces vidéos que j'ai compris que j'ai toujours été harcelé, en fait. Mais je viens de le comprendre. Donc même là, c'est en train de monter, parce que c'est très dur pour moi encore d'accepter, en fait, tous ces trucs. Mais en fait, j'étais là, ouais, en fait, ok. En fait, je me suis fait harceler du premier jour d'école jusqu'au dernier. Ok. Et je le conscientisais pas, parce que pour moi, il y avait plus ou moins cette même énergie à la maison et à l'école. En fait, c'est comme si ça s'arrêtait jamais. Donc, j'avais pas trop conscience de qu'est-ce qui est juste, qui est pas bien, qui est bien. Enfin, voilà. Ouais, ok. Donc, en fait, ça veut dire que... Corrige-moi si je me trompe, hein, mais... Non, vas-y. À la maison, en fait, c'était plutôt violent et agressif. Mm-hmm. C'était la normalité pour toi, vu que tu connaissais que ça. Voilà, c'est ça, exactement. Puis c'est un enfant, donc qu'est-ce que tu vas savoir que c'est pas normalement comme ça la vie, quoi. Mm-hmm. Les triggers des violences qui ont été à la maison, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dues à ton autisme? Parce que je me demande si justement il y a... De l'autre sens... T'as un symptôme autistique, tu vois, qui n'est pas accepté à la maison et qui finit en violence. Et du coup... alors dans l'autre sens, il y a quand je comprends pas tout de suite, ça oui, ça a créé... ou aussi quand je réponds alors que j'ai juste pas compris et que je redemande. Mais ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit à l'école ou à la maison. Oui, alors ça a été générateur. Mais il y avait quand même déjà une toxicité dans la famille. Hein. De toute façon, j'en doute pas, bien sûr. Il y avait un truc lourd qui a toujours été là. Hein. J'ai une famille totalement dysfonctionnelle, ça c'est pas un problème. Mais ça c'est sûr. Mais ouais, c'était un méli-mélo, parce que après, par contre, j'ai appris à désamorcer en fait des situations. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi de comprendre, c'est que j'ai par contre aussi, et celui-là par contre il a été posé, de diagnostic. J'ai un diagnostic du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, et c'est aussi justement étroitement lié, hein. Il y a souvent de l'autisme et du TDA. Alors je peux sortir des statistiques, là ça n'engage que moi, mais c'est basé sur des méta-analyses. 50% des troubles du déficit de l'attention ont un autisme, et 80% des autistes ont un trouble du déficit de l'attention. Donc c'est pas un truc négligeable. Et ce qui se passe, en tout cas c'était mon cas chez moi, c'est que vu que je suis impulsif, de par mon trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est de là que viennent mes mouvements ultra stéréotypés en public, parce que du coup j'ai cette impulsivité, cette hyperactivité. Donc ça c'est aussi quelque chose qui a posé problème à la maison et à l'école, et avec mes amis aussi. Donc voilà. Après, ce qui m'a posé le plus de problèmes en réalité sur tous les aspects, c'est les stéréotypes. Ça a vraiment été le truc. Donc ça c'est ce que je me suis battu à cacher, et maintenant j'ai des tensions dans tout le corps, mon corps me fait très très mal aujourd'hui. Il y a des stéréotypes, tu veux pas que les gens voient que c'est stéréotypes sur toi. Du coup, tu les contrôles pour pouvoir les compenser, et que ça, personne ne remarque que tu es autiste. Ouais, totalement. Tout ce qui était je suis content, sauf qu'à l'intérieur. Ouais, bien sûr. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai fini aux urgences, et qu'aujourd'hui j'ai encore des problèmes. T'as fait du sport aussi au Métivier, ou il n'y a pas du tout? Non, pas beaucoup. Alors moi j'ai fait beaucoup, et justement ça c'est un des trucs, j'y pensais parce que j'ai préparé tout l'interview dans ma douche. Ça fait 2 jours que je me parle, hein, justement pour scénariser. Et je me rappelle d'une neuropsychologue qui me disait que je pouvais pas être autiste parce que je parle avec les mains. Ce qui est, ouais.
Enfin, c'est hallucinant. Et en fait, elle oublie que je fais du théâtre depuis l'âge de mes 8 ans et que j'ai fait des instruments de musique de percussion. Donc j'ai le rythme aussi depuis à peu près cet âge-là. Donc j'ai fait du djembé et de la batterie. J'étais pas très sport, j'étais plus artistique. Donc tu avais de quoi aussi te défouler. Parce que quand tu fais ça et puis du coup tu es comme ça, tu vois, tu as toute une énergie en toi que tu ne laisses pas partir. Ouais. Qui finit par péter tes hauteurs, tu vois. Donc, non, justement, j'ai pas pu extérioriser. Après, justement, c'est ça qui est intéressant aussi, puis on y arrivera. Moi, pour tout ce qui était artistique, je suis pas très artistique, en fait, comme personne. Voire pas du tout. C'est juste que, dans ma famille, il y a une personne qui voulait que je sois une superstar du cinéma, alors que moi, pas du tout. Mais ça, je l'ai compris très récemment, à travers mes dernières études en Angleterre. Non, moi, je suis purement analytique, scientifique. C'est ça qui est dingue, j'ai aucune sensibilité à l'art. J'ai aucune sensibilité à l'art. Ce qui m'intéressait dans le théâtre, dans le cinéma, c'est qu'en fait, c'était un endroit où j'étais meilleur que les autres. Parce que moi, je mettais des méthodes en place, une manière de jouer. Mais par contre, j'étais très nul dans la société. Et eux, ils avaient plus de facilité en société que sur scène. On va dire ça comme ça. Mais j'ai jamais vraiment été intéressé par l'art. On me faisait aller dans des musées pour voir des tableaux, je ressentais rien, je ne vois aucun intérêt à regarder un tableau, ça me fait rien. Par contre, de comprendre pourquoi Van Gogh s'est coupé l'oreille, là, ça m'intéresse. Et de commencer à analyser toute sa vie, etc. Donc plus psy. C'est une question d'angle, en fait. Ouais, totalement. Parce qu'au final, ce que tu apprends, c'est la même chose, mais c'est juste que l'angle est différent. Totalement. Je suis pas sensible aux couleurs, au relief, aux textures, mais plutôt à qu'est-ce qui l'a amené à faire ce tableau-là. Donc l'angle était différent, mais l'angle a été biaisé toute ma vie, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Ouais, d'accord. Tu voudrais parler un petit peu de ton voyage en Angleterre, parce que là on a regardé un petit peu tout ce qui était l'enfance, etc. On voit une enfance un peu tumultueuse. Ouais. Beaucoup de compensation, etc. L'autisme ne fait pas du tout partie de tes intérêts à ce moment-là, et pas du tout. Du tout. Enfin, c'est quelque chose qui existe, qui est là-bas, mais c'est même pas quelque chose qui existe dans ta tête réellement. Je le connais même pas. Effectivement, tu connais même pas. Et ensuite, tu pars du coup en Angleterre pendant pas mal de mois. Ouais. Pour alors, ouais. Alors, recrutement, en fait, du coup. Ouais. Vas-y avec tes mots. Alors, pour recontextualiser, en fait, pendant une longue période, j'ai eu une grosse traversée du désert. Je pense, en fait, une grosse dépression de par le fait que j'avais pas de centre d'intérêt spécifique. Ça, j'ai découvert beaucoup plus tard. Et j'ai eu des hôpitaux psychiatriques, j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, beaucoup de temps aussi incarcéré, et beaucoup de diagnostics aussi, psychiatriques, donc pathologiques. Sauf que je corresponds à tous les critères du DSM-5. Toutes les maladies, je les ai selon les diagnostics. Donc, c'est strictement impossible. J'ai 36 diagnostics différents. Donc, c'est pas possible. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu une période un peu compliquée avec, dans ma famille. Et je me suis retrouvé à une période tout seul avec ma fille, à devoir la gérer. Et... quel âge ta fille ? Elle avait 2 ans. 2 ans. Ouais, elle avait 2 ans. D'accord, ouais. Donc, et puis moi, c'est une période où je commence à comprendre que déjà, je comprends pas comment je suis censé gérer un enfant. Je comprends pas ses besoins. C'est compliqué. Alors, je gère tout, il n'y a pas de souci. Mais après, je vois aussi qu'elle a des comportements qui me ressemblent. Énormément de comportements qui me ressemblent. Et moi, à cette époque-là, dans ma tête, j'ai fait déjà un travail et je pense que j'ai une anxiété sociale. En tout cas, ça, c'est sûr. Ça, c'est diagnostiqué. Je suis phobique social. Et je me dis, elle est en train de prendre le même chemin que moi. Je vois qu'elle a les mêmes comportements dans les interactions, ou quand elle parle aux gens, ou quand elle essaie d'engager, de jouer avec un enfant. Je vois c'est léger, mais je vois qu'il y a quelque chose. Et je me dis, je ne peux pas lui transmettre ça. Parce qu'à ce moment-là, je crois énormément à juste la transmission de comment je fonctionne. Elle va fonctionner comme moi. Donc, j'y connais encore rien à l'autisme, etc. Donc, du coup, je me rappelle que, je me dis, ça fait 8 ans... j'avais commencé le théâtre à 8 ans et puis j'ai arrêté à 16 ans le théâtre. J'ai totalement arrêté, mais j'étais toujours dans les rôles principaux, j'étais toujours le rôle principal masculin et je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé entre deux ? Mais c'était pas dans un délire narcissique de pourquoi je suis plus le meilleur, c'était de comment je suis passé de premier rôle à je n'ose plus sortir de chez moi.
Et du coup, je cherche des cours de théâtre sur Internet. Je tombe sur un coach qui donne des cours de théâtre en suivant la méthode acting, plus précisément en psychologie du mouvement et analyse de personnes. Donc je me rends à son cours et je fais une année avec lui. Et puis, durant cette année, en fait, il y a Giles Foreman qui vient en Suisse, qui est mon mentor, du coup, qui vient en Suisse pour faire des stages, pour faire des workshops sur plusieurs jours. Et puis, dans cette même période, j'ai mon meilleur ami qui, du coup, lui est parti une année avant dans cette école. Mais là, je me marre parce qu'il va voir cette vidéo et puis il va bien se marrer aussi. Parce qu'on a bien galéré. On se félicitait juste d'avoir pris le bus ensemble ou d'avoir osé parler au guichet pour prendre un ticket. Donc, le chemin a été assez dingue. Et il est parti une année avant moi. Je l'ai accompagné à l'aéroport. Et puis je me suis dit, mais moi je peux pas rester là en fait, c'est pas possible, je vais pas rester en Suisse et il faut que je me développe. Et je me disais que cette formation, je savais pas trop pourquoi, mais il allait se passer quelque chose. Je voyais la méthode, je voyais les aspects, ouais, il y avait un truc. Et surtout le mentor, il me parlait énormément, c'est quand je connectais avec lui. Et du coup l'année d'après je suis parti. Là, c'est une autre personne qui va sourire parce que je ne suis pas parti tout seul. J'ai été accompagné par une élève, ma colocataire. Très honnêtement, elle m'a tenu la main. Hein. Maintenant, j'ose le dire, mais sur le moment, j'étais terrifié. J'arrivais même plus à bouger dans mon corps. Donc, elle m'a accompagné. Elle m'a aidé à avoir une première chambre là-bas, à m'installer parce que j'étais inapte. Là, j'étais en tétanie totale. J'étais assis sur un canapé, je faisais rien. Je ne sais pas comment on fait. Qu'est-ce que je suis censé faire, en fait. Et du coup, il y a cette école qui a commencé. Et cette école, il y a énormément d'exercices assez fous qui sont sur voilà, comment notre architecture, de comment on fonctionne. Donc j'ai commencé à gratter, on a fait ce qu'on appelle une round table, où du coup je parle à mes couches, parce qu'on fonctionne sur plusieurs couches. Et puis là, au fur et à mesure de ces exercices, je réalise que je suis bizarre chez les bizarres. C'est quoi ces couches, comme tu les définis? Waouh, alors ouais, c'est compliqué. Pour simplifier au max, c'est juste que on a, par exemple, c'est entre ce que je montre et ce qui se passe à l'intérieur, et de comment je suis construit, puis de les comprendre et de pourquoi elles sont là et de comment elles fonctionnent ensemble. Donc, par exemple, j'ai tout en haut remote, c'est que pour connecter avec moi, si on se regarde dans les yeux, c'est dû aussi quand même un peu au TSA, c'est que je suis pas vraiment avec toi, je te regarde pas là, je te regarde pas vraiment. Parce que si je dois vraiment te regarder dans les yeux, c'est fini. Je vais pas pouvoir continuer l'interview. Okay. Donc en fait, si tu veux, il y a un ordre et tu comprends pourquoi il y a telle ou telle chose qui est positionnée comme ci ou comme ça. Et puis j'avais tout en bas ce qu'on appelle NIR. Donc le fait d'être proche, d'être familial, et puis moi je l'ai pas du tout ce truc-là. Et je me suis dit au début, c'est dû à ma famille, c'est d'où je viens. Et après, voilà, de fil en aiguille, j'ai compris que j'étais quand même un peu différent des gens là-bas. Par contre, ça m'a vraiment, sur le moment, aidé à comprendre la jalousie, quelque chose que j'avais jamais vraiment compris. Enfin, je la comprenais dans le sens, la définition du dictionnaire, il n'y a pas de problème, mais je comprenais pas d'un point de vue... Ça, c'est vrai. Ouais, et puis même gestuellement, et puis quand j'ai vu la première fois le bravo... C'est bien, bravo. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? Et du coup, là, j'ai vraiment compris qu'est-ce que c'était que la jalousie. Et ouais, ça m'a ouvert. J'ai commencé à oser parler de certaines choses, comme le small talk, donc le bavardage social. Pendant des années, je pouvais rester devant une personne de façon passive et dire « Ah ouais, non, c'est intéressant ce que tu me racontes. Ah ouais, oh là là, des nouvelles chaussures. Ouais, elles étaient bleues. Waouh. » Et aujourd'hui, je comprends qu'en fait, j'étais dans une suradaptation, mais j'étais en train de mourir. Parce qu'en fait, la plupart du temps, et j'ai osé le dire durant ces cours, je m'en foutais en fait de ce que racontaient les gens. Mais c'était pas méchamment. Fondamentalement, qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes nouvelles chaussures? Et c'était dur pour moi, c'était dur juste d'accepter ça. Et je passais souvent pour quelqu'un d'ultra narcissique, d'égocentré, parce que je ramenais tout à moi. Aujourd'hui, je comprends que je ramène à moi parce que ça me rassure, parce que c'est un sujet que je maîtrise, et que du coup, je suis dans mon domaine, j'ai le vocabulaire spécifique, donc il n'y aura pas de bug, quoi. Ça sera facile. Et voilà, donc je rentre en Suisse. Je vais boire une goutte aussi.
Donc, en Angleterre, du coup, tu as fait du method acting. Tu as fait un cours de method acting. Ouais, j'ai fait une formation là-dessus, ouais. Mais ça rejoint... En fait, ça regroupe plein de formations, parce qu'il y a une autre formation qui est du Meisner. Ouais. Ça, c'est incroyable. J'étais un master là-dedans. Parce que c'est factuel, c'est juste par rapport à ce que je vois, et puis c'est la mécanique de répétition. Et ça, j'ai adoré. Et en fait, ce que j'ai appris fondamentalement là-bas, c'est le moment présent. Ça m'a sauvé de mon anxiété, ça m'a permis en fait de voir tout le reste. Parce que j'étais tellement anxieux avec des ci et des là, et de qu'est-ce que pense la personne, de pourquoi elle me regarde comme elle me regarde. J'ai pas compris, est-ce qu'elle est fâchée, est-ce qu'elle est heureuse, qu'est-ce qui se passe là maintenant quand je suis en train de regarder cette personne. Donc des fois j'avais même des bugs d'adaptation où ça partait en cacahuète parce que je savais pas ce que je devais faire. Ouais, et là d'un coup en fait ça a libéré de l'espace. Et je me suis fait une base de référence durant cette formation. Parce que moi, je me vois vraiment comme un moteur de recherche. Je fais du référencement, et puis une fois que c'est stocké, c'est bon. Ouais, tu m'as dit, ouais, tu as une excellente mémoire. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, ben, voilà, ça, c'était ça. Et puis, du coup, ben, une fois que j'ai fait ma base de données, ben, ça libère de l'espace, parce que j'ai plus besoin d'y réfléchir. Parce qu'il y a certains aspects que j'ai pu, alors ça, on y viendra peut-être après, mais d'un point de vue neuro, j'ai pu automatiser. Parce que c'est ça, je pense, qui est important, justement, dans l'autisme. C'est pas inné, il y a des trucs qui ne sont pas innés pour nous, mais on peut les automatiser, c'est-à-dire à force de les pratiquer. Est-ce que ta base de données, elle est tangible, physique ou bien électronique, ou bien est-ce qu'elle est vraiment dans ta tête uniquement? C'est intéressant. Alors, elle est dans ma tête, mais quand j'interagis, en fait, c'est ça qui est très bizarre. Quand j'interagis, je sais d'où vient cette information, donc je sais comment dire, tel mouvement ou telle approche, je sais de qui je l'ai pris. Je vois la personne quand je suis en train de le faire, mais c'est vraiment une fraction de seconde, hein, c'est très très rapide. Mais ça, du coup, ouais, donc j'ai une connexion à mon référencement. Ouais. Ok. D'accord, donc c'est une base de données, c'est pas genre des fichiers Excel ou des trucs par-ci par-là, c'est vraiment un truc. Ok. Non, c'est ultra structuré. Okay. Justement, je pense que jusqu'à pas longtemps, c'était il n'y a pas d'autre terme, mais c'était le gros bordel dans ma tête. Je pense qu'il y avait eu un checking comme ça, un checking, et puis qu'en fait là j'ai tout remis dans les armoires, et puis que j'ai réussi à structurer en fait comment ça marche quoi. Ouais, comment ça fonctionne. En fait, cette formation, juste pour finir là-dessus, c'est j'ai compris comment je fonctionne, j'ai compris comment le monde fonctionne, et j'ai compris que en tout cas avant de revenir en Suisse, que du coup il y avait quelque chose de différent chez moi durant cette formation. Donc cette formation là t'as fait le trigger. Ah, il y a un truc bizarre avec moi. C'est ça. Qu'est-ce que c'est, comment, quoi, et ça, du coup, ça te mène à cette envie de faire pourquoi pas un diagnostic autour de l'autisme? Alors, pas au début, non. Okay. Pas au début. Je reviens, et puis je me dis, je commence à faire des recherches, tout simplement. Je sais pas ce que je cherche, mais j'ai toujours fonctionné comme ça. Je suis très bon pour des recherches sans savoir ce que je cherche. Ouais. En fait, j'ai utilisé la méthode. J'ai pris des traits de caractère. En fait, j'ai fait j'ai tel caractère, tel fonctionnement. Et puis je vais aller par élimination. Donc, premier aspect, ça m'amène sur les hauts potentiels intellectuels. Ok, on va aller statuer sur le haut potentiel intellectuel. Ça a été une expérience horrible. Ça s'est super mal passé, en fait. Et puis, c'est même elle qui m'amène sur l'autisme. C'est ça qui est dingue. Elle me dit, mais vous avez déjà parlé de l'autisme? Je fais, oui, apparemment, je crois qu'il y a eu une histoire quand j'étais petit, mais j'en sais pas plus que tant. Et puis à la fin en fait c'est parti en cacahuète, et puis elle a voulu que je parte le plus vite possible de chez elle, mais ouais bah c'est de nouveau en fait c'est que ça s'est pas passé comme elle voulait non plus, c'est à dire qu'elle m'envoie des tests à faire à la maison, des tests de personnalité, et puis en fait ce qui s'est passé quand j'ai reçu ces tests de personnalité, j'ai explosé parce que d'un coup je comprenais pas ce qui se passait. Quand je lisais ces questionnaires, je me disais mais je me connais pas en fait, je comprends pas. T'as explosé panique devant elle ou bien? Non. À la maison? Et ouais. Okay. Et bon, maintenant je connais mes meltdowns, mes shutdowns, parce que j'en fais quand même pas mal encore. Mais des crises autistiques, on va dire, j'en fais encore pas mal. Et en fait j'ai paniqué, et puis je remplis, et puis je lui envoie. Je me dis mais non, c'est complètement faux, pourquoi j'ai dit ça, enfin. Puis je lui réécris, je dis non mais je vais les refaire, et puis je les refais, puis je renvoie. Et puis en fait ce qui se passe, c'est que dès le moment, j'ai appris ça par la suite, dès le moment que le mail c'est pas facturé, donc du coup elle s'en occupe pas tant qu'on se voit pas, et puis quand on se voit c'est trop tard.
Et puis elle avait déjà statué sur le premier test que je lui avais envoyé. Puis elle dit oui, non, mais là, vous avez tel trait, tel trait. Mais je dis oui, non, mais attendez, il faut que je comprenne même ce que je suis en train de lire. Enfin, j'ai paniqué, ça s'est pas bien passé. Et puis elle m'a dit oui, bon, bah, de toute façon, c'est fait, c'est comme ça. Ok. Bah, je sais plus, c'est juste, c'est comme ça, c'est fait. Ouais, et puis en fait... Ça fait 100 balles. Hein. Ouais, non, c'est plusieurs milliers. Okay. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et puis, non, mais l'histoire va encore plus loin par rapport à cette personne, c'est ça qui est fou. Mais en plus, ce qui est dingue, c'est que quand j'ai fait ma formation en neuropédagogie, j'avais un prof en neuropsychologie, un neuropsychologue du coup, sur le haut potentiel intellectuel. Et du coup, je lui ai parlé de mon diagnostic. Et moi, j'avais déjà fait un diagnostic quand j'étais adolescent. Et puis, il y avait un espace type en fait entre le résultat qu'elle avait et le résultat que j'ai eu enfant. L'écart était tellement dingue que c'était impossible et qu'elle aurait dû se remettre en question et de le refaire même. C'était impossible le résultat. D'accord. Par rapport au diagnostic précédent. Le diagnostic précédent, je suis dans la moyenne haute. Je suis pas au potentiel, mais je suis dans la moyenne haute. Et celui-là, je suis dans la moyenne basse, voire limite débile. D'accord, ok. Ce qui est impossible. Ouais, ok. Mais ça, voilà. C'est dû à quoi, ça? Panique, stress, angoisse, plus concentré par ce qui se passe que par les tests. Donc tu perds tes moyens, en fait, pendant que tu fais ton test. Et après, le test, il dit que t'es teubé, en fait. Ouais. Alors, c'est pas forcément le cas, c'est juste que t'étais stressé, anxieux, etc. Ouais, totalement. Et puis que, de nouveau, il y a un mix entre je me sens pas légitime pour l'autisme. Donc, parce que c'est ça, hein, le switch qui fait que même aujourd'hui, j'en parle là maintenant, c'est l'histoire de légitimité. Parce que je réalise pas que je cache tout. Elle me dit, vous êtes fatigué? Je dis, non, ça va. Alors j'étais éclaté. Je suis rentré en titubant à la maison. Mais ça, c'est un truc aussi. Ouais, bah, c'est toi qui m'avais dit ça, je crois, non? Non, c'est Hamza qui m'avait dit ça. C'est que tu ressens pas la fatigue venir. Et puis, la fatigue, elle te chope une fois là d'un coup, elle te fait un. M'achève. C'est un coup, un tacle arrière. Tu n'as pas vu venir et tu tombes. Ouais, c'est totalement ce qui m'est arrivé. Mais jusqu'à pas très longtemps, tout le temps. C'est ça c'est la partie après, j'ai envie de dire. Mais du coup, donc il y a eu ça. Et puis après, je me suis dit, il faut que j'investigue là-dedans. Je demande des documents à un de mes parents. Je parle à un de mes parents. Et un de ses parents... j'en parle à un de mes parents et ce parent me dit, mais j'ai des dossiers à la maison. Et puis, c'est vrai que déjà, ce parent, j'ai trouvé étrange cet élan de générosité. Donc, je reçois mon dossier et puis là, je commence à suivre mes intuitions. Je commence vraiment à me faire confiance. C'est le début de la prise de conscience, de la prise de confiance. Enfin, il y a un peu tout qui s'est passé à ce moment-là. D'accord. Je lis le document, je me dis, il manque des documents. Il manque des trucs. Ça veut dire que la personne t'aurait volontairement passé un truc qui est pas exhaustif, ou bien est-ce que c'est qu'elle t'a donné ce qu'elle avait à disposition et que parmi ça, tu te rends compte, il y a beaucoup plus que ça? Grande question. Ça change quand même pas mal, hein, parce que je sais pas. Franchement, je sais pas. Parce qu'après, ça veut dire que je m'engage aussi sur est-ce qu'il y avait une volonté de... Ouais, je sais pas. Après, il y a des documents, justement, que du coup j'ai retrouvé où il y avait des histoires de négligence. Donc peut-être que ceci explique cela. Peut-être que ça voulait cacher qu'il y avait des négligences dans les premiers mois de vie, qu'on me retrouvait tout seul au milieu de la nuit dans mon lit et puis qu'il n'y avait personne pour s'occuper de moi quand j'ai que quelques mois de vie. Ça paraît dingue. Que j'étais sous-nourri, enfin bref, il y a plein de trucs. Mais donc il y a des informations et elles y sont pas à ce moment-là. Donc du coup je contacte tous les hôpitaux de Suisse. Tous un par un. C'est parti, j'ai mon hyperfixation, on y va. Et j'appelle le CHUV me dit, il me dit ouais, on a plein de trucs. C'est comme ça, on a plein de trucs. Elle fait, en fait, on vous explique, la philosophie du CHUV, c'est que tout ce qui s'est passé avant 18 ans, on n'y scanne pas. C'est-à-dire que c'est archivé chez nous, on a des papiers, parce qu'on considère que tout ce qui s'est passé avant 18 ans, on peut faire table rase dessus pour que ça se passe bien pour la suite, quoi. J'ai dit ok, vous pouvez me scanner tout ça parce que moi j'y veux. Donc elle m'envoie tout ça et puis donc tout ça c'est pas tant en fait. Alors j'ai passé énormément de temps chez un neuropédiatre. Il y a eu des études sur mes mouvements de tête, des observations. Enfin j'ai été suivi vraiment toute mon enfance. C'était des allers-retours au CHUV. C'était que ça. Et ça, tu te rappelles pas ça? Pas vraiment. J'ai des petits souvenirs, mais
Je pense que là maintenant ça revient et c'est des flashbacks. Là je pense que par contre j'ai fait un processus de je bloque certaines informations pour pas souffrir. Là maintenant je laisse tout sortir, hein. C'est en train de venir, je récupère tout là, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait il y a un autre truc aussi. C'est que vu qu'on remettait en question ma mémoire, quand je disais à un parent non mais t'as pas fait ça comme ça, t'as fait ça comme ça. Tu racontes n'importe quoi, t'es un menteur en fait. Tu mens. Qu'est-ce que tu mens? Tu mens tout le temps en fait. Et du coup ça, on se dit qu'on est un menteur. Donc on commence à même juger ses propres souvenirs. Donc à un moment donné, j'osais plus être OK avec ce que j'avais vu. Maintenant, je reconnecte avec mes souvenirs. Donc je suis totalement... je suis en train de reconnecter avec cette période aussi. Okay, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant quand j'ai vu un truc, j'ai entendu un truc, je suis très sûr. Je me dis non, je peux te dire mot pour mot ce que tu as dit. Justement, ça, mon autisme, merci pour cette mémoire. C'est que personne ne peut m'entuber aujourd'hui parce que je me rappelle mot pour mot l'odeur, la couleur, l'endroit, je peux bouger la caméra pour voir comment ça s'est passé, je peux tout voir. Je l'ai imprimé de façon définitive dans ma tête. Et en choix ou bien pas forcément? Non, pas par choix, non. Parce que justement, ça, c'est un truc, avec ma femme, on en discutait. Un truc que j'aimerais bien, c'est oublier les films, par exemple. Parce que je le vois une fois, le film, c'est fini. Hein. On le reverra plus jamais, hein, parce que je peux faire presque les répliques. Donc, c'est un peu boring quand même. Donc voilà. Donc, non, si je pouvais... Non, c'est une charge, parce que c'est beaucoup d'informations pas forcément utiles non plus, qui sont sauvegardées. Autant pour mon travail aujourd'hui, d'avoir une bonne rétention de l'information. Donc ça permet de garder une certaine expertise dans mon domaine, donc ça c'est cool, mais il y a plein d'informations qui me servent à rien, quoi. Par contre, je peux mettre le doigt dans mon travail, ça c'est génial, parce que quand il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose et puis qui aujourd'hui il est un peu plus sur la défensive, il va changer un petit peu le scénario. Je vais dire non, mais tu m'as pas dit ça, tu m'avais dit ça la dernière fois. Puis c'est oui, ouais, bon, enfin c'est ça que je veux dire en fait. Ok, mais c'est pas du tout pareil du coup. Mais est-ce que tu arrives aussi à laisser passer les souvenirs qui sont pas pertinents pour toi? Non, non. Justement, Ce qui fait que du coup, tu as une accumulation énorme de mémoire. D'informations, ouais. Et ça peut aussi être un peu overwhelming d'avoir ça, non? Oui. D'être un peu, ouais, ça arrive. Et comment tu fais du coup avec ça? En fait, je pense que du coup, moi je vois ça comme ça, c'est que j'ai aussi un TDA et que du coup, par le fait d'être stimulé tout le temps, d'être dans mon centre d'intérêt spécifique et en plus d'obtenir cette dopamine dans mon travail, en fait, ça me permet d'être focalisé là-dessus et pas sur le reste. Donc j'essaie de passer le moins de temps possible avec ma tête, tout seul, pour pas être enfermé dans ma tête. Voilà. Ça veut dire maximiser les interactions sociales? Ou ça veut dire faire d'autres activités? Qu'est-ce que ça veut dire? Non, alors les interactions sociales, moins j'en fais, mieux je me porte. Alors, les gens ils peuvent voir ça comme une interaction sociale d'aller travailler. Moi, j'ai pas d'interaction sociale, je suis au travail. C'est aussi un truc qui choque pas mal mes élèves. Ouais. Interaction sociale égale quoi pour toi? C'est égal. Interaction sociale, pour la plupart des gens, une interaction sociale, c'est dès le moment que tu es en train d'échanger avec une personne, que tu lui parles, tu es dans une interaction sociale. Alors que pour moi, une interaction sociale, c'est quand c'est démuni d'intérêt, dans le sens, je suis pas au travail, je suis pas focus sur mon objectif, et puis on parle de tout et de rien. Donc, là, ce qu'on fait là, c'est une interaction sociale ou peu importe? Non, là, je suis en train de bosser. Okay. je suis en train de bosser. Okay. Là, on est en train de parler du centre d'intérêt spécifique, qui est l'autisme pour moi. Donc, je suis dans mon job. D'ailleurs, je rencontre aucune difficulté à parler. Tu me sors de ce contexte, on va dehors, on commence à parler d'autre chose. Je vais perdre mon vocabulaire. Alors, on a parlé un petit peu avant, mais ça restait dans le contexte du travail. Donc c'est pour ça, oui. Ouais, c'est ça. Mais si on commence à vraiment sortir, là, on parlait même technique, caméra, etc. Ouais. Donc ça, c'est cool, ça m'intéresse. J'ai besoin de comprendre comment fonctionne la caméra, donc c'est cool. Parce qu'il y a la curiosité. Mais, toujours en recherche de bénévoles, d'ailleurs. Ouais. Je le dis. Ouais, c'est pour ça, tout ça m'intéresse. C'est pour ça que je pose plein de questions. C'est même pas une histoire de me rassurer, ça m'intéresse. Oui, parce que toi, ça peut être utile pour ton business aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis même, j'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. J'ai vraiment viscéralement besoin de comprendre comment fonctionnent les choses. Mécanique ou n'importe. J'ai besoin de comprendre. Mais dans l'autre sens, je déteste qu'on me pose plein de questions. Hein, c'est assez paradoxal. Mais parce que ma femme elle va me dire pourquoi bref. Mais je vais vous répondre des raccourcis. Parce que de nouveau, tu as le côté privé, etc. et le côté pro. Mm-hmm. Dans le côté pro, c'est ton métier de faire ça aussi. Ouais, c'est ça. Donc c'est... Et ce qui choque justement mes élèves pour les cours collectifs, c'est que
bah, je leur dis, pour moi, vous n'êtes pas des clients, on n'est pas amis, vous êtes des sujets. Vous êtes des sujets d'études pour moi. Et ça n'a... Ok, mais du coup c'est bon, c'est ok pour eux parce qu'il y a un résultat derrière. Donc le processus ils s'en foutent au final. Mais pour moi c'est ça. C'est moi je suis concentré sur comment ils fonctionnent, de remonter à l'origine de leur processus, de pourquoi il fait ce qu'il fait. Enfin voilà, c'est ça qui m'intéresse. Là moi je suis en train d'intellectualiser, je suis en train de me triturer le cerveau, je suis en train d'analyser. Et c'est ça qui me fait kiffer. Et j'en oublie que je suis entouré de gens et j'en oublie que je suis avec du monde et que je suis en train que je suis le centre du monde aussi à ce moment-là du coup. Ouais, je vois ça, bien sûr. Ouais. Parce que je suis coach, donc c'est vraiment, t'es au centre. Mais là, ça me dérange pas du tout. Ta famille, elle a accepté ton diagnostic? Comment ça se passe au niveau familial là, pour ça maintenant? Il y a une partie, oui. Il y a une partie que je pourrais jamais convaincre. Mais j'ai aussi fait quelque chose, c'est que je me suis autorisé à plus voir certaines personnes. Je me suis autorisé à ne plus aller aux anniversaires, je me suis autorisé à plus aller à Noël. Tout ce qui me fatigue, tout ce qui me coûte, j'ai banni, tout simplement. Donc après, il y en a qui n'ont pas accepté du tout, c'est sûr et certain. Mais moi, en fait, c'est factuel de nouveau. Il y a le crise d'avant, il y a le crise de maintenant. Aujourd'hui, je suis successful dans mon travail, donc c'est un fait. Je m'en suis sorti financièrement, c'est un fait. Je me sens bien dans ma famille, enfin dans mon couple et avec ma fille. C'est un fait supplémentaire. Donc pour moi, ces gens qu'on me dirait aujourd'hui, il faut que tu connectes encore avec eux, il faudra leur parler, il faudra leur expliquer. Ah, il n'y a pas besoin. Ils veulent pas. Moi, je veux pas non plus. Et puis, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Donc, tu te sens épanoui malgré ton syndrome? Ah, mais moi, je le vois comme un super pouvoir aujourd'hui. C'est justement ça, pour moi, c'est aussi un truc que alors, aussi dans ma méthode, donc comment je travaille, je suis dans ce qu'on appelle une approche connexionniste, donc de voir ce qui fonctionne, de ce qui est plutôt bénéfique dans l'autisme, et de prendre tous les éléments en considération, de ne pas se focaliser sur le problème. Ce serait plus, malheureusement, un psy, il serait un freudien, on va dire, il aurait cette approche localisationniste, de se concentrer sur le patient, de prendre une photo de là, tout de suite, maintenant, et de ne pas forcément tout prendre en considération, et de ne pas s'appuyer sur ce qui fonctionne. Et ça, c'est un problème, justement, parce que pour se construire en tant qu'autiste, si on te dit tout le temps mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, c'est compliqué. Non, aujourd'hui, moi, je vois ça comme un super pouvoir. Je sais que c'est pour ça que les gens viennent me voir. J'ai une analyse plus importante que la plupart des gens. Je vois les petits trucs qu'ils veulent cacher. Ce qu'on appelle les shadow moves, les mouvements, les petits mouvements, ces genres de trucs. Je vois qu'il y a quelque chose qui se passe et puis je vais mettre le doigt dessus et c'est comme ça que j'avance. Mon expertise aussi dans le domaine du TDA et du TSA, parce qu'aujourd'hui j'ai pris enfin confiance grâce à mes collègues neuropédagogues, entre autres. Grâce à eux, j'ai pris confiance en fait dans mes connaissances. C'est que en fait, j'ai une maîtrise du sujet que je ne pensais pas. Mais le jour où je me suis déterminé comme étant autiste, j'ai lu nuit et jour. Nuit et jour, je faisais que ça. Il y a des bouquins partout. On va télécharger des méta-analyses. Alors ça, c'est important, c'est un truc important. Retenez méta-analyse. C'est des analyses d'analyse. Ça, c'est super important. Comme ça, on ne se base pas que sur une petite analyse dans le Kentucky qui dit que si on mange des frites, on se porte mieux. Donc voilà, d'être dans une approche un peu plus complète. Et voilà. En fait, c'est depuis que j'ai pris confiance, ça a tout déverrouillé. Et moi, je vois ça comme un super pouvoir aujourd'hui, l'autisme. Je vois pas ça comme un problème. Alors oui, il y a des aspects compliqués et qui sont toujours compliqués, mais qui sont surmontables de par savoir dans quel état je suis là maintenant aussi, par exemple. Un truc qu'on a mis en place dans la famille, c'est les cuillères. Les cuillères? Ouais, on a 10 cuillères. Et telle ou telle situation, combien ça va me coûter de cuillères? Par exemple, je suis à la poste, ça me coûte combien de cuillères d'être dans cette queue? Qu'est-ce que ça me coûte? On va fonctionner par coût. Coût-bénéfice, bénéfice-coût. Notre cerveau, de toute façon, il fonctionne comme ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Et je me dis, ok, cette queue, là, elle est en train de me prendre 3 cuillères. Donc, j'ai un quota de 10. Hein. Donc, je suis à 7. Déjà, de savoir comment je peux faire pour en récupérer des cuillères. Et du coup, d'analyser les situations qui pourraient m'en faire perdre trop pour pas arriver à zéro, basque à zéro, meltdown ou shutdown. Donc crise autistique. Dans une journée, tu arrives à combien de cuillères à la fin de la journée? Ça va dépendre de ce qui s'est passé. Ça va dépendre. Il y a énormément de facteurs. Et puis en plus, il n'y a pas un reset à minuit. Hein. Donc si ta nuit a été mauvaise,
parce qu'en plus j'ai des troubles du sommeil, ça c'est un des troubles associés courants, hein, de toute façon dans l'autisme. Si la nuit a été mauvaise, bah, je vais pas récupérer mes cuillères. Là, c'est pas en train de me coûter. Ce qui m'a coûté, c'est le trajet. Le trajet a été très angoissant parce que c'est pas à côté au final. Je connais pas les lieux, même si tu m'as envoyé une vidéo parce que ça me rassurait de voir les lieux avant de venir et que je t'avais déjà vu en vidéo, qu'on s'est parlé, etc. Même quand je suis arrivé, il y avait pas mal de monde que je connaissais pas dans la salle. J'étais là. Ouais, j'ai vu au début. Ouais, mais tu m'as dit que tu avais un personnage un petit peu froid au début. Ouais, alors ouais, ce qu'on appelle le personnage public dans la méthode. Je suis quelqu'un de froid, distant, hautain. Quand je débarque, mais parce que je suis en panique. Ouais, j'ai pas du tout ressenti ça personnellement. Ouais, alors là, du coup, ça va mieux aussi, hein, justement parce que je sais comment je fonctionne. Hein. Il y a eu tout ce travail justement de comprendre mes fonctionnements. Ouais, c'est ce qui a changé. Et puis mis en application aussi, on a eu un call avant aussi, on s'est mis en confiance. C'est ça. Parce que clairement, à chaque fois que je fais une interview avec 1%, je fais un appel avec la personne avant. Ça me permet d'avoir des gens qui sont personnels pour les médias, mais du coup d'avoir un premier feeling aussi avec la personne, parce qu'on se dévoile pas mal sur 1%. Ouais. La personne parle de choses assez importantes de leur vie. Il n'y a pas encore eu des méga larmes, mais il y a eu des moments où c'était au bord des larmes. Ouais. Et donc il y a une certaine vulnérabilité aussi. Donc c'est important qu'il y ait aussi un côté humain qui fonctionne aussi, qui soit compatible. Donc et puis du coup, pour revenir à ce qu'on avait dit avant, c'est vrai que ton personnage public aujourd'hui, il est un peu direct quand t'es arrivé. Ouais, bah après ça c'est le coach. Certainement, mais, c'est le coach. mais de nouveau, Franchement, là, ça s'est bien passé, quoi. Ouais. Bah après, il y a une histoire aussi de verbaliser ce qui se passe. Moi, je le fais tout le temps maintenant et ça aide énormément. Énormément de verbaliser. Salut, je suis stressé. Juste de faire ça, en fait, ça descend déjà le niveau de stress. Très honnêtement. C'est le fait de verbaliser dans quel état je suis. Parce que maintenant, j'ai vraiment une conscience, une notion de ce qui est en train de se passer. J'ai vraiment pu analyser mes émotions, analyser les contextes, et puis c'est justement ce que je fais comme travail avec mes TSA, on va dire ça comme ça, avec mes clients, c'est justement par rapport à ça. Verbaliser, c'est déjà en fait accepter, et du coup ça se passe déjà beaucoup mieux en fait. Parce que moi j'avais pas compris plein de choses, c'est que les gens ils voyaient pas que j'étais stressé. Déjà, moi, la traduction de mon stress, je suis quand même quelqu'un au final de très stoïque. Hein. Il y a beaucoup de choses que j'avais pas compris. Là, je lis des livres sur l'autisme avec ma fille, puis elle me dit bah ça c'est toi. Hein. J'avais commencé à faire, bon, on sait jamais si t'es en colère ou pas en colère. Quand tu me dis quelque chose, je suis pas sûr de ce que je vois. Tu me regardes, tu me fais Leïla. Elle me dit l'expression de ton émotion, de ce qui est en train de se passer, c'est dur à comprendre. Et elle a que 10 ans. Hein. Donc, elle m'a aussi énormément aidé dans ce processus. D'oser en fait parler, c'était aussi ah ok, la personne elle n'a pas forcément compris ce que je suis en train de ressentir, là je suis en stress. C'est un handicap pour toi l'autisme ou pas forcément? Bah non, parce que après moi j'ai construit autour de ça. Moi j'ai tout fait pour être dans un domaine où le coach bizarre on s'en fout tant qu'il y a du résultat. Donc c'est ça qui est cool aussi. Et j'ai une clientèle que de TDA et TSA en privé. Je suis même engagé par le service social, donc ça a aussi débouché sur des bonnes choses. Et c'est quelque chose que... Alors, je suis assez stratégique. Je sais quand amener quoi quand je parle avec les gens. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop au courant encore de tout ça, je lui parle pas mal pendant une discussion, enfin pendant un call, on va dire ça comme ça. Et quand je vois qu'elle m'apprécie bien, j'amène le fait que je suis autiste. Parce que du coup, elle a déjà une image différente de l'autisme en m'ayant vu en photo, en m'ayant parlé. Et puis après, c'est « Ah ok, ah ouais ». Et du coup, ça passe tout seul. Parce qu'après, il y a un autre critère qu'on parle très peu. C'est bizarre à parler d'ailleurs, c'est le beauty privilege. C'est le privilège de beauté. Ouais, ça aide énormément, mais pas forcément partout. Au diagnostic, c'est compliqué parce que c'est pas forcément... On imagine que non, on se dit que quand on va voir un expert, il est impartial et factuel, alors que pas du tout, il est émotionnel. Donc ça veut dire que quand ils m'ont fait mon diagnostic d'autisme, c'est parce qu'ils ont dit lui il est moche? Non, pas du tout. Non, mais il y a des critères quand même. Il peut être autiste. Non, mais il y a des critères visuels qui sont importants. J'étais pas, je sais pas, il y avait pas de mouvement, il y avait plein de trucs qui rentrent en ligne de compte, et ça m'a énormément aidé par exemple dans mes streams. Je sais que par exemple sur Twitch, le fait que j'ai une bonne tête
avant même qu'on parle de l'autisme, parce qu'on en parle énormément justement sur la chaîne, avant qu'on arrive là-dessus, c'est parce que j'avais une bonne gueule. Ils me le disent clairement. Alors eux, par contre, moi j'ai un TDA là dans mon équipe, un abonné, il me dit « Ah non, mais c'était beau !» Autrement, je me serais jamais arrêté. Puis après, c'était le sujet qui était intéressant. Mais le sujet intéressant, il est venu après. En dehors de ça, moi j'utilise vraiment Twitch comme un lieu pour démystifier, sensibiliser à nos fonctionnements. Il faut qu'on fasse un live ensemble à part ça. Ouais, avec plaisir. On va faire un live ensemble. Vraiment, franchement, j'ai beaucoup de gens qui viennent sur mon live qui n'ont pas forcément de diagnostic, qui viennent de tous les milieux, parce qu'en plus, chez les élitistes, l'autisme, on devrait être tous neuroscientifiques, et puis il n'y a pas de masseur, et puis il n'y a pas de cinéaste, et puis il n'y a rien d'autre, alors que c'est un spectre, donc il y a des gens dans tous les domaines qui sont autistes. Donc aussi dans ce sens-là, ça permet aussi d'amener les gens à se dire « Ah putain, mais en fait, il est peut-être temps que j'aille me faire diagnostiquer ». Là, par exemple, elle sait que j'allais parler d'elle, de toute façon. J'ai une personne là que je vais engager en début d'année prochaine, qui est ma future assistante, parce que la planification, l'organisation, c'est pas mon délire. J'ai beaucoup de... c'est normal. Je fonctionne en spirale, on va dire. Mais du coup, ça pop un peu dans tous les sens. Et elle est potentiellement aussi TSA. Elle est en train de faire la procédure pour le diagnostic. C'est un critère pour toi, ça, ou bien pas du tout? Total. Donc pour toi, c'est un critère que la personne soit TSA? Ouais, c'est total. Ouais. TSA, TDA, neuroatypique. Ok, donc toi, tu veux pas des gens qui sont neurotypiques chez toi? Alors, c'est pas... Non, alors, après, même dans ma clientèle, j'en ai. Hein. C'est pas ça, c'est juste que pour moi, des gens qui fonctionnent comme moi, j'aurais pas besoin de leur expliquer. Ok, donc... Et du coup, ça va tout seul, c'est fluide. Donc ce n'est pas une question de vouloir être inclusive? Non. C'est dans un côté purement pratique. Pratique, mais en plus c'est kiffant parce que je me dis du coup cette personne elle aurait pu ne pas avoir de travail. Là la personne qui pourrait potentiellement devenir mon assistante, ce qu'elle veut elle, c'est pouvoir travailler depuis chez elle. Ouais, mais c'est conséquence, c'est pas c'est la conséquence. Ouais, c'est le résultat. Okay. Ouais, totalement. Mais je pense que je suis quand même plus sensible à ce genre de personnes parce qu'on connecte. Donc on parle des mêmes choses, on a les mêmes centres d'intérêt, on est touché par les mêmes trucs, et puis tout ce qui nous paraît fou quand on en parle ensemble, ça paraît moins fou parce que ça paraît autiste en fait. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qui amènent à ce résultat plutôt. C'est quoi ton public plus ou moins? C'est des femmes, c'est des hommes, c'est de tout? Non, alors principalement des hommes, mais ça c'est Twitch en lui-même. En fait, moi j'ai que mon assistante, on va dire, qui est tout le temps là. Après, on a du passage, mais très peu. Hein. Déjà, la jante féminine est très rare sur Twitch. Il y en a, mais on va dire plus des streameuses que des gens qui regardent, des viewers. Okay, ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est que j'ai une tranche d'âge entre 18 ans, 60 ans sur mon Twitch, et que en fait ça va toucher du coup déjà ils commencent à discuter en transgénération, je veux dire, enfin il y a toutes les générations qui se parlent. Ça c'est trop stylé, hein. Ça c'est trop cool. C'est un peu ce que je veux faire partout, ça c'est mon idée de vraiment vouloir mélanger le plus possible les expériences. Et puis en fait c'est cool parce que les hommes qui suivent le live du coup amènent aussi des fois leurs femmes sur le live, et du coup on commence à avoir des discussions un peu autour d'un café, ça s'appelle les neurotalking, où on parle que de neuroatypie en fait. On va clairement collaborer tous les deux, hein. Ouais, moi avec plaisir. Moi ça me plaît, hein, j'adore ça. Et j'adore parler. Hein, donc... ouais, bien sûr. Donc, et ils aiment parler aussi, justement. Enfin là, ils préfèrent écrire. Parce que c'est ça qui est un peu différent, qui est particulier avec Twitch et qui m'aide énormément dans mon autisme, par contre. C'est que j'ai pas d'interaction directe avec les gens. Parce qu'en fait, tu parles avec les commentaires, c'est ça? Ouais. Donc, par contre, je sais pas les intentions qu'il y a derrière. Ça, c'est un peu dur. Par contre, je suis jamais coupé. C'est important pour moi. Tous les inhibiteurs externes, donc tous les bruits externes, sensoriellement, ça va me déranger, et puis je vais avoir beaucoup de peine pour refocaliser mon attention sur ce que j'étais en train de faire. Donc, comment tu fais dans un Discord, pas dans un Discord, dans un Twitch, pour réussir à garder le flow quand tu parles? D'une part, pour ne pas dormir dans des donc ouais, machin, etc. Boring, quoi. Et ouais, pour meubler, tu vois. Ouais. Et pour avoir des choses toujours à ajouter, sachant que ça, je le dis, c'est d'ailleurs l'une des choses sur cette personne qui est le plus difficile, mais tu dois très certainement le vivre aussi. Chaque parole que tu donnes, que tu exprimes,
doit apporter une valeur qui n'a pas été ajoutée auparavant. Alors, et ajouter l'information, etc. Donc, comment est-ce que tu arrives à faire ça sur les sessions live? Ouais, en fait, le truc qui est intéressant, c'est que c'est du live. Donc, en fait, t'as pas besoin de ça. Ok, donc c'est juste dans un débit. Mais c'est un débit où des fois tu dis de la M, y a pas mais c'est comme dans le coaching, c'est juste que les gens ils vont pas s'arrêter sur cette information-là, ils vont s'arrêter sur ce qui est pertinent, ce qui était vraiment intéressant, de ce qu'ils veulent prendre en fait. Donc, en fait c'est notre approche, c'est une approche où c'est plutôt sur une approche de discussion avec des gens. Et du coup, évidemment que c'est pas aussi fluide parce que c'est le but en fait. C'est les aléas du direct, comme on dit. Donc il n'y a pas de. Au début, c'est dur. Après, en plus, en fait, il y a une technique parce qu'au début, il n'y a personne sur ton live. La première fois que tu lances, il n'y a personne. Et des fois, ça dure très longtemps avant qu'il y ait quelqu'un qui se pointe. Et puis des fois, il y a quelqu'un qui se pointe, mais il repart. Donc, mais en fait, c'est juste au début, la technique, c'est de dire tout ce que tu fais. Ok, je prends le couteau. Ok, je vais à gauche. Ah, il y a un gars. Ok, je vais ouvrir la porte. J'ouvre la porte, je regarde à droite, je regarde à gauche, ok, je descends. Waouh, c'est trop beau. Ah, les lumières, c'est incroyable. Ok, ah, ça me fait un peu peur. Waouh, un screamer. Enfin, voilà, c'est... Avec l'autisme, on voit en plus, c'est scénarisé en fait. Je suis ultra scénarisé. Hein. Moi, je me prépare pour un show dès que je vais devant mon live. Même si je suis sincère, je suis vraiment sincère avec eux. Ouais, c'est vrai. Mais je suis dans un show, c'est pas inné. Bon, t'es clairement dans un show. Moi, j'ai fait des lives sur Instagram, un live sur TikTok jusqu'à maintenant. Et c'était super intéressant, mais effectivement, c'est une performance, quoi. Total. Et puis, j'arrive pas à l'arrêter le live, j'arrive pas à le couper. Genre, je suis là, ça débite. Les gens, ils continuent de poser des questions et tout. Et puis à un moment, je leur dis, bon, écoutez, là, les gars, je suis fatigué. Là, il est quand même 22h30, là, donc je vais gentiment pour me reposer. Et en fait, les gens, ils continuent de t'envoyer des messages. Et là, tu restes. Et après, tu regardes de nouveau la montre. Et il est une demi-heure plus tard. En fait, c'est de nouveau une histoire de routine et de discipline et de rigueur. C'est que moi, c'est programmé. Et ils ont besoin aussi, parce qu'en plus, ils te payent pour voir ce que tu fais. Ouais, ça, c'est, Donc, moi, j'ai des subs, j'ai des abonnés, j'ai des gens qui sont abonnés depuis une année, qui s'abonnent. J'ai des gens... Little Crazy Cat, c'est une personne, elle a 150 streams consécutifs. Ça veut dire 150 jours consécutifs. Où elle a été là tous les jours. Donc, il faut avoir un programme et puis il faut aussi avoir des heures de fin. Moi, je sais à quelle heure je finis parce qu'après, il faut que j'enchaîne avec mon travail, quoi. Donc, le stream est un travail aussi en soi. Complètement. Je joue, mais... Tout ce qui est... tu joues aux jeux vidéo, en fait. Là, alors, le lundi, mardi, jeudi, vendredi, je joue aux jeux vidéo. Et on parle de tous ces sujets en même temps, parce que c'est étroitement lié avec les jeux qu'on joue aussi. Donc, ils essaient de comprendre aussi ce qui se passe chez eux, qu'est-ce que ça génère, et dire, ah ouais, là, je vois cet aspect routine. Après, il y en a qui vont être là, ouais, moi, c'est plus l'aspect... donc, voilà. Et là, on attend que le bateau passe. Mais il passe combien de fois par jour là? Par seconde. C'est un trafic. C'est un truc touristique qui part. Tout le temps, là. Ouais, donc du coup là par contre on est posé plutôt en mode talking, on change de format, même caméra, texte, etc. Puis là, j'ai toute ma nomenclature, j'ai tous mes livres et je fais des suggestions et d'essayer au mieux en fait les gens et puis de les diriger. Parce qu'en fait, le job d'un neuropédagogue, c'est de diriger les gens. C'est de dire, ok, est-ce que tu as pensé à faire ce test-là? Est-ce que tu as fait ceci ou est-ce que tu as fait cela? Parce que malheureusement, aujourd'hui, et c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, et c'est vrai que c'est la partie la plus importante pour moi, c'était l'aspect diagnostic ou les praticiens, etc. C'est que... En fait, aujourd'hui, on est dans une démarche de diagnostic. Une fois qu'il y a un diagnostic, c'est fini. Il n'y a pas de suite. Il n'y a rien après. Moi, j'ai que des clients qui sont diagnostiqués TSA ou TDA ou les deux, mais à 12 ans et qu'on en 20. Ça fait plus de 8 ans, et même pour d'autres beaucoup plus longs, qui sont diagnostiqués sans savoir comment ils fonctionnent. Donc en fait, on discute énormément des fonctionnements. Parce que moi, mon expertise, c'est plutôt sur l'origine des processus, de pourquoi tu fais ce que tu fais, comment fonctionne ton cerveau, et qu'est-ce qui se passe, et pourquoi tu es en train de faire ça par rapport à ton cerveau, par rapport à ton trouble. Donc on discute de tout ça, et puis autrement de les diriger par exemple, des fois, ça arrive très fréquemment, qu'on dise à quelqu'un, t'es dyslexique. Ok. Est-ce que vous lui avez fait un test des yeux? Ah non, il a peut-être juste besoin de lunettes. Donc il y a plein de trucs comme ça. Donc de faire des suggestions en fait. Est-ce que vous allez faire tel ou tel test? Solutions, quoi. Ouais.
C'est vrai que c'est très commun, hein, quand tu es dyslexique, de mettre des lunettes pour aller mieux. Ouais, et dans un sens ou comme dans l'autre, hein, c'est étroitement lié. Et puis en fait, il y a cette histoire de diagnostic primaire, secondaire. Franchement, vous abusez, hein, tous les dyslexiques là, putain. Ouais, c'est ça. Mettez des lunettes. Non, mais c'est dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire, c'est de soit de confirmer ou d'écarter une piste. Ah, bien sûr. C'est comme quand on dit que il est dyslexique, ok, mais est-ce qu'il y a un diagnostic primaire de TDAH par exemple? Parce que si tu as un trouble de l'attention, bien sûr que tu as une forme de dyslexie. Donc c'est de savoir ce qu'est à l'origine, de nouveau. Puis après, ben voilà. J'espère que les gens comprendront la blague. Ouais, bah après. Il y a toujours team premier degré. Ouais, bah oui, bah ils sont là aussi. On les embrasse. Mais voilà, donc ouais, c'est complexe et génial. Est-ce que, bon là je pense qu'on va gentiment arriver vers la fin de l'interview. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de notre interview, Chris? Je pense que comme d'habitude, moi je vais être comment dire déçu parce que j'ai tellement envie de dire de choses sur comment ça fonctionne. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles rencontres. Ouais, mais c'est juste que c'est... Voilà, là je suis en mode, là je suis dans le centre d'intérêt, hein, je pourrais plus m'arrêter. Hein. J'ai chaud, j'ai besoin d'aller aux toilettes, mais j'ai envie de continuer. Que c'est pas une tare d'être autiste, pas du tout. C'est juste l'entourage qui va énormément influencer ce qui va se passer par la suite pour quelqu'un qui est autiste. Donc d'être avec des gens qui sont dans la bienveillance, dans l'ouverture d'esprit, qui sont pas réfractaires à ce fonctionnement, et de comprendre que ces gens-là, on peut pas les changer et que c'est pas pour autant que c'est nous qui avons un problème, c'est juste qu'on se comprend pas et que ça s'arrête là au final. Pour moi, l'autisme n'est pas un problème, c'est pas compliqué mais complexe. Et pour moi, c'est totalement différent de dire complexe de compliqué. Et de venir avec, entre guillemets, ces bizarreries, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. Il y aura un moment dur, vraiment je le vois comme ça. Il y a un moment où les gens vont vouloir nous taper dessus comme jamais parce qu'on est bizarre. Mais il y a un moment donné qu'on arrive à tenir, on passe au-dessus de ça et les gens ils se disent juste qu'il est particulier. Et c'est de comprendre que c'est pas l'autisme, c'est vraiment juste comment on va gérer ça dans la société. C'est pas l'autisme qui pose problème, c'est comment on va aller avec son autisme dans la société, je dirais ça comme ça. D'accord. Voilà. Méga classe, merci beaucoup. Merci à toi. Vous êtes venu depuis Gland. Ouais. Gland est une ville en Suisse, si jamais. Ouais, c'est ça, qui est au bord du lac Léman. Exactement. Les gens, ils n'ont pas choisi leur nom. Ouais, c'est ça. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser tous vos commentaires dans les commentaires. Je suis toujours intéressé on est toujours intéressé par voir un petit peu si vous pouvez vous identifier par rapport à certaines situations qui ont été mentionnées en fait dans l'interview. Ça permet d'avoir des partages d'expériences également et ça fonctionne toujours comme ça jusqu'à présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à partager vos expériences, c'est comme ça que le média se développe également. De nouveau, merci à tous pour votre confiance vis-à-vis du média. Merci à tous de nouveau pour cette magnifique cagnotte qui m'a permis de justement faire quelques dépenses quelques investissements pour ce média avec le matériel qui était loué aujourd'hui. De nouveau, c'est grâce à vous que ce genre de choses-là sont possibles, donc merci infiniment. N'hésitez pas à suivre 1% sur Instagram, TikTok, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres plateformes de podcast. Tout est disponible évidemment. De nouveau, merci au Coworking Jetel pour l'espace, très très apprécié. Et puis, on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle interview. Merci à tous et merci à Chris. Avec plaisir. Et à tout bientôt. Ciao, ciao.